la représentation graphique du mécanisme réactionnel. Je vous rappelle, le mécanisme réactionnel, c'est quand il y a plusieurs sous-réactions qu'on appelle des réactions élémentaires. Alors, une réaction complexe peut être traduite par un diagramme énergétique comme ceux qu'on a vu au chapitre 5, mais à ce moment-là, il y a plusieurs petites réactions. On en a un exemple ici. Alors, c'est la transformation des réactifs A en produits D. Alors, on voit qu'on commence avec les réactifs A, ça se termine avec les produits D, mais il y a plusieurs étapes. Alors, on a une première étape qui va conduire les réactifs A à se transformer en produits B. Les produits B deviennent les réactifs d'une deuxième réaction où ils se transforment en C et les réactifs C se transforment en produits D. On a plein d'informations sur ce type de graphique-là. Entre autres, on peut voir le nombre d'étapes nécessaires. Alors ici, le nombre d'étapes, bon, on en a une première, celle qui conduit de A vers B, de B vers C et de C vers D. Donc, on a 3 étapes dans notre mécanisme réactionnel. On peut aussi voir que chaque réaction va avoir sa propre énergie d'activation. Donc, la différence entre le palier des réactifs et le complexe activé. Alors, 3 énergies d'activation différentes. Et la réaction va avoir 3 delta H différents, qui est la différence entre les produits et les réactifs. On voit qu'il y a des réactions qui sont exothermiques, d'autres qui sont endothermiques. Alors, ce que j'ai mis en vert, c'est les delta H. Ce qui est en rouge, c'est l'énergie d'activation. Remarquez ici que la première réaction, par exemple, elle est endothermique, la seconde aussi, la dernière est exothermique. On a aussi un delta H global. Alors, pour trouver le delta H global, n'oubliez pas que c'est la différence entre les réactifs de départ et les produits finaux. Donc, le delta H de la réaction globale va être la différence qu'il y a entre le palier D et le palier A. On vient de voir que chacune des réactions élémentaires avait sa propre énergie d'activation. Mais il y a aussi une énergie d'activation de la réaction globale. Et cette énergie-là, c'est la différence entre l'énergie nécessaire pour former le complexe activé le plus élevé et l'énergie potentielle des réactifs de départ. Comme ici, on a le complexe activé le plus élevé qui est ici, le palier de l'énergie de départ, donc l'énergie d'activation de la réaction globale serait la différence entre ces deux paliers-là. Exemple, déterminer l'énergie d'activation et la variation d'enthalpie de chacune des étapes et celle de la réaction globale. Ici, on voit qu'on a 2 étapes. On a 2 réactions qu'on peut scinder là, en le séparant ici. Donc, on a notre première réaction ici. On en a une deuxième ici. Alors, si on cherche l'énergie d'activation de la première réaction, c'est la différence entre le complexe activé et les réactifs de départ, ça ici. Alors, on voit ici qu'on est à 30, moins 0, donc on va avoir 30 kJ comme énergie d'activation de la première réaction. Si je poursuis avec la deuxième réaction, alors la différence entre le complexe activé et le palier des réactifs de la deuxième réaction, c'est ici. Alors là, notre complexe activé est situé à 45 kJ. Notre palier des réactifs est à 15. Donc, on a 45 moins 15. On va donc avoir une énergie d'activation de 30 kJ. On va y aller maintenant. Je vais les écrire sur la page suivante là, pour ceux qui veulent juste suivre. La réaction globale maintenant. Alors, on se rappelle que l'énergie d'activation de la réaction globale, c'est le complexe activé le plus élevé, la différence entre le complexe activé le plus élevé et l'énergie des réactifs de départ. Donc ici,
c'est tout ça qui nous intéresse. Donc, évidemment, ici, on va avoir 45 moins 0. Donc, l'énergie d'activation de la réaction totale va être de 45 kJ. Maintenant, pour les variations d'enthalpie. Pour la première réaction, c'est la différence entre le palier des produits et celui des réactifs. C'est ça ici. Alors, n'oubliez jamais que c'est delta H, c'est l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. C'est important de conserver l'ordre. Des fois, ça va être positif, des fois, ça va être négatif. Comme par exemple, ici, on est à 15 pour les produits, moins 0 pour les réactifs. Donc, on aurait un delta H de 15 kJ pour la première étape. Pour la deuxième étape, alors on voit que nos produits sont ici, nos réactifs sont là. Alors, delta H ici, on va avoir 15 moins. Où sommes-nous ici? Nous sommes à moins 15. Donc, 15 moins 15. Non, c'est pas vrai. On va être à moins 15, donc moins 30. Alors, on part de moins 15, HP, l'enthalpie des produits, moins l'enthalpie des réactifs qui est de 15, ce qui fait moins 30. Globalement, si on veut calculer l'énergie d'activation et l'énergie d'activation, on l'a trouvé, excusez-moi, la delta H de la réaction totale. Alors, c'est la différence entre le palier des réactifs de départ et le palier des produits finaux. Donc, on a ça ici. Alors, notre delta H serait de moins 15, moins 0, donc de moins 15. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, les deux premières énergies d'activation, et c'est un hasard qu'elles soient de même ordre, de 30 kJ toutes les deux, l'énergie d'activation de la réaction globale, c'est-à-dire la différence entre le plus haut complexe activé et l'enthalpie des réactifs de départ, 45 kJ. L'énergie d'activation est toujours positive. Quant à la variation d'enthalpie, alors plus 15 pour la première étape, moins 30 pour la seconde et moins 15 pour la finale. Vous remarquerez que c'est l'addition des deux premières.